Fac. Épisode encore en Zoom. Le dernier. Le dernier en Zoom. On va espérer officiellement. Là. Jusqu'à la prochaine pandémie, I guess. On va espérer. Non. Non, mais pour de vrai, c'est ça. On l'a expliqué dans l'autre épisode, mais c'est les circonstances qui font qu'on est en Zoom. Cette fois-ci avec Pat Bois, ancien commentateur offensif avec les élans du Cégep Garneau et nouvellement retiré du monde du foot, peut-être pour un court moment, peut-être pour un plus long moment, peut-être sûrement pas pour toujours avec la discussion qu'on a eue. Là. Moi, je sentais encore qu'il y avait le feu dans les yeux, même si on était en Zoom. De quoi qu'on a parlé? Ça faisait longtemps qu'on avait fait des épisodes avec des entraîneurs. Fait qu'on a parlé de sa carrière, comment il a commencé à coacher. Il a navigué beaucoup dans le collégial. Il a passé la majorité en fait de sa carrière dans le collégial. Il avait commencé, en fait, si je me souviens bien, il avait commencé avec les Andes Garneau. Ouais, je pense que oui. Il est allé à McGill aussi. Il est allé à McGill aussi, faire un moment. Il est allé à Lennox. Là, on le fait vraiment de mémoire parce que c'est ça fait un bout qu'on l'a enregistré comme l'autre aussi. Là. Il est revenu à Garneau aussi. Je pense que c'est pas mal ça. Ben, un gars réputé pour ses schemes offensifs. On entend souvent parler du côté X&O's avec lui, tu sais, que c'est un cerveau de l'offensive. Mais là, je pense que ça va être cool pour les gens de voir un autre côté de Pat Bois. C'est pas mal ça que je dirais. Ouais. C'est intéressant aussi son passage à McGill aussi, qu'il a côtoyé Laurent. Ça, j'ai trouvé ça... Son commentateur c'est ça, offensif. J'ai trouvé ça cool. Laurent Duvernay Tardif et non pas Laurent... Laurent Tremblay. Exact. Non, quand on dit Laurent, c'est ça. Quand on dit Laurent, on n'a pas besoin de dire le nom de famille. Mais... quand on dit Olivier, on peut dire... Ouais, c'est ça. Quand c'est Olivier, tu sais, c'est... On est rendu là, on n'est pas rendu là. Exact. Ouais, peut-être un jour. Entre nous, oui. On divague. C'est pas mal ça, avec Pat Bois. Ouais. Si t'aimes bien ce que tu écoutes, abonne-nous. Tu peux nous abonner à ce que tu veux si tu trouves que c'est bon, c'est pertinent, mais abonne-toi. Abonne-toi surtout à nos pages sur YouTube, sur Spotify, Apple Music. Google Podcast, peu importe où tu nous écoutes, ça nous aide grandement. Si tu es capable de nous supporter un peu plus, on a un Patreon sur lequel on a 2 forfaits. Un $, où tu peux, pour $1 par mois, tu peux simplement nous supporter. Pour $2 par mois, tu peux avoir les épisodes en avance et accès à des capsules intéressantes qui vont éventuellement sortir. Hein? Alors, oui. Sinon, c'est pas mal ça. Je l'ai pas dit dans l'autre épisode, mais merci aux membres Patreon qui ont aidé à payer au minimum le trépied sur lequel la caméra est. Exact. Sinon ben c'est ça. Ça fait une différence en ce moment. Ça nous aide à continuer. Ça nous encourage à continuer. Exact. Mais ouais, c'est ça. On l'apprécie. Grâce à eux, on peut enregistrer en direct de Timbuktu. C'est ça, hein? On commence cet épisode comme ça. Là. Je dis des niaiseries pour rien. Là. Salut tout le monde. Bon podcast. On s'est parlé avant, tu nous as parlé un peu de ton parcours, on va faire ton parcours en détail, mais moi, personnellement, ça m'intéresse tout le temps de savoir un peu, tu nous en as parlé, là, mais comment s'est passée la transition de joueur à coach, comment tu es devenu coach, puis dans ton cas, c'est le fun parce que tu es dans ceux qui on dirait, avaient un plan sans s'en rendre compte, dans le sens qui ont commencé à coacher un peu quand ils étaient déjà joueurs. Et comment, dans ton cas, ça s'est passé devenir officiellement coach de football? Dans le fond, moi, j'ai été chanceux. J'ai côtoyé des grands coachs pendant que j'étais joueur. Puis, dans le fond, le premier coach qui a eu un gros impact pour moi, c'est quand j'étais à Lennoxville. C'était Tony Adona. Dans le fond, là-bas, j'ai comme tous des cégepiens qui étaient en sciences humaines, qui pensaient juste au foot. Moi, je voyais jouer NCAA, CFL. Je ne pensais pas vraiment trop en avant. C'est l'impact que Tony a eu sur moi qui m'a dit que je voulais rentrer à l'université pour devenir un coach. Fait que quand je suis rentré à Laval, j'étais rentré en intervention sportive. C'était déjà dans mes plans de façon, on connaît tous pas ça quand on est là. Je connaissais pas la réalité du football comme professionnel québécois. C'est pas nécessairement un endroit comparativement aux États-Unis que maintenant les gens peuvent vivre leur vie. Mais moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de coachs à temps plein. Fait que, c'était plus une utopie.
Mais dans le fond, moi, après ça, j'étais en intervention sportive à Laval. Suite à mon parcours, après l'année de la Coupe Vanier en 99, il y avait un monsieur qui partait une l'équipe de Québec-Chaudière-Appalaches pour le Challenge Wilson, qui était comme l'ancêtre de la Coupe Spalding. Puis, dans le fond, lui, c'était un gars qui roulait une 44 Cover Zero. Puis, il avait besoin de quelqu'un de Laval pour un peu polish les couvertures de passe. Il n'était pas super à l'aise dedans. C'était un gars de front. C'était un gars qui avait un bon bagage au niveau du front. Au niveau coverage, il y avait de la difficulté. Glenn m'avait référé à Richard. C'est un gars qui avait joué avec lui à l'Université d'Ottawa. Suite à ça, on a gagné les 2 dernières années à Laval. Je coachais là pendant l'été, puis on a gagné les 2 premières Coupes les 2 premiers Challenge Wilson. Suite à la 2e année, dans le fond, Richard, quand moi j'ai terminé, puis j'étais indécis, je voulais continuer à jouer au foot, puis là, comme Glenn m'a mis dans le bureau, c'était une opportunité de Richard de pouvoir comme, être décent partant. C'est un job qui comme, ne sera pas payé à temps plein. Je pense que ma première année de coaching, je t'ai conseillé comme un gars à temps plein, c'est un contrat de 14 000 pour l'année. Mm. Même en 2002, c'était 14 000, c'était en bas du salaire, c'était en bas du seuil de pauvreté quand même. Là, fait que, un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup, mais tu sais, je voulais vivre de ça, puis tu sais, j'avais comme décidé de le faire. L'été avant d'arriver là-bas, on avait gagné un autre Challenge Wilson, fait que moi puis Vincent Bégin qui était là aussi au Challenge Wilson pour l'équipe Québec-Chaudière. On avait accepté l'offre de Richard, et là, les deux, on avait recruté. On pensait là, qu'on allait conquérir l'univers, puis on est arrivé, on a un petit peu reality check, là, où on avait comme on avait des bonnes volontés, mais on était dans les années où Marc Santerre faisait la loi avec les Spartiates là, au niveau collégial. Fait que, je me souviens, dans la première game, on avait un petit débit qui jouait linebacker en avant en Beauce, puis il a été matché comme ça contre Sam Champagne, qui était comme un stud qui jouait à Michigan State, qui allait à Laval après. Je pense qu'après un quart, c'était déjà genre 35-0, quelque chose comme ça. Puis à la fin de la game, je connaissais Marc. Marc m'avait recruté. Puis Marc, moi, je suis juste content. J'allais voir Marc. J'ai dit, c'est un privilège de pouvoir coacher contre une légende contre toi. Il dit, merci, Pat. Tu sais que parce que je t'aime, on a arrêté de lancer à 100 parce qu'on aurait pu monter ça à 70. Genre, merci, Marc. Wow. Wow. Donc, c'était une anecdote. Donc, suite à cette année-là, on avait appris beaucoup, puis on progressait, mais on n'était pas dans notre place, puis il n'y avait pas vraiment de volonté de pouvoir comme, augmenter nos conditions salariales. Puis tu te rends compte assez vite que moi, je travaillais dans les bars quand j'étais à l'Université Laval, puis pendant mon été, je faisais 2 fois plus d'argent presque que j'avais fait un an à coacher en bourse. J'ai eu un reality check, je suis retourné à Québec. Puis cette année-là, dans le fond, j'étais chanceux. J'avais comme un ami Gosselin, qui était comme responsable du programme du sport-études au SSF. Dans le fond, il m'a rentré là-bas. Moi, je n'avais pas terminé mes études, mais je faisais de la suppléance. C'était du remplacement quand il y avait les cours d'éducation physique. Fait que j'avais quand même, je pense que j'avais doublé ce que j'avais fait au niveau collégial. Mais sauf que j'étais comme en contrôle de rien. Lui, il coachait. C'était un ancien DB comme moi, mais lui, il avait comme qui coachait à l'attaque là-bas. Fait que, je coachais l'attaque avec lui, puis j'avais pris les special teams. Puis je coachais les porteurs de ballon. C'était une belle expérience, c'est un beau programme. Vous connaissez, vous avez coaché un peu contre cette organisation-là. Après, à ma 2e année, j'ai eu l'opportunité d'aller coacher au Cégep Garneau aussi. Coacher le team défensif. J'étais comme coach J'étais coaché à 2 endroits. Après cette saison-là, j'étais un petit peu essoufflé parce que tu donnes autant aux 2 places. Fait que tu te retrouves que, dans le fond, tu ne sens pas être capable de donner au maximum de tes trucs. Puis j'ai eu la chance, après cette saison-là, d'avoir un ami qui jouait avec moi à Laval, Francis Boivin, qui avait été recruté pour aller jouer à Cannes. Puis il cherchait un coach pour coacher là-bas. Donc, Frank m'a demandé, moi, j'avais comme un contrat à Garneau, un contrat au SSF, mais c'était pas comme. C'était pas encore des super gros revenus. J'ai pas de famille, je vais aller vivre l'expérience en France. Qui était super. À Cannes, quand même. À Cannes, quand même. Dans le fond, c'était un petit peu là où, dans le fond, moi, j'avais déjà un petit peu.
j'avais déjà décidé un petit peu en allant au SSF que même si je tripais à jouer DB, ma passion c'était plus l'offensive. Quand j'étais à l'université, je pouvais passer peut-être 20 heures par semaine à analyser les vidéos qui n'étaient pas sur des DVD, qui n'étaient vraiment pas sur un autre. Dans le fond, on regardait ça, ces cassettes, on faisait ça sur du VHS. Puis des fois, quand on était chanceux les dernières années, Coach Fortier, il nous montait des call-ups sur vidéo qui arrangeait les séquences. C'est pas comme dans les films qui copiaient les films. C'est pas comme les années 80, mais c'est comme pour les jeunes aujourd'hui de faire des enregistrements comme ça sur VHS, ça serait comme ça. Je pense que ce serait. Non, c'est ça. C'est incompréhensible. Là. Fait que non, fait que je passais beaucoup de temps là-dessus. C'est une de mes forces, l'analyse du jeu, de comprendre ce qui se passait à l'attaque. J'avais commencé comme porteur de ballon quand j'avais commencé de jouer quand j'étais plus jeune à Saint-Bruno. Sauf que quand j'avais 15 ans, j'étais peut-être 5 pieds 2, 120. Puis le running back qui jouait devant moi, il était 6 pieds 2, 110. Fait que Wow. les deux premiers games étaient blessés, ça a super bien été, mais quand il est revenu, j'ai joué sur le banc, fait que j'ai dit bon, je vais aller jouer DB, puis là, après ça, j'ai commencé, je fais l'équipe du Québec, ça a déboulé, fait que je change pas de position quand ça va bien, mais j'avais toujours un petit peu mon cœur de l'autre côté de la balle, fait que en allant à Cannes, j'avais l'opportunité d'un petit peu de faire des affaires qui se faisaient pas nécessairement, c'était dans les années au début des années 2000, puis je regardais Urban Meyer qui était à Utah, je regardais Rich Rodriguez qui était à West Virginia, puis c'était comme des pionniers du spread model, c'est des trucs qui me fascinaient, qui me parlaient, fait que j'ai commencé graduellement à Cannes un petit peu à bâtir, à instaurer ces trucs-là. Par contre, quand tu arrives en France, puis que tu as coaché au Québec, puis tu étais encadré à l'Université Laval, qui est comme un programme un peu plus proche des States, super organisé, super rigide, et tout le monde est au pratique. Personne qui a des pratiques, tu arrives à la première pratique en France, tu as le plan de pratique incroyable. Puis finalement, tu as comme 6 receveurs, 4 DB, 1 O-line, 2 linebackers. Fait que souvent, je me suis rendu compte vite que les plans de pratique là-bas ne servaient pas. Puis 3/4 du temps, on passait notre temps à faire comme les half-lines de Michel, où il y avait. Puis on arrivait à la pratique avant de la game, puis d'un coup, il y avait 40 gars qui arrivaient. Puis la game, il y avait 60 gars qui arrivaient, puis là, des gars qui demandaient pourquoi ils ne jouaient pas. Puis non, mais en France, c'était super. On a quand même, j'étais à Cannes, on a vécu des affaires incroyables. On a comme fini une saison invaincue, on a marché sur tout le monde. Je pense qu'on a fait 100 points d'un play-off. Ouais, on a monté l'équipe, on a gagné le championnat de Division 2. L'équipe est montée en élite l'année d'après. C'était comme. J'étais chanceux parce que j'avais comme un corps arrière qui était. Le gars n'avait jamais joué corps arrière, mais c'est un ancien gars de 38 ans qui était comme un stud receveur sur l'équipe de France. Mais c'était un super athlète. Il fit un petit peu dans le mode. Ouais. Le gars n'avait jamais joué QB vraiment, mais il a fini genre avec 23 passes de toucher et 17 touchés au sol. Let's go. Let's go. Ça avait été super bien. Suite à ça, j'étais revenu à Garneau pour ma 2e année. Puis j'étais aussi responsable du suivi académique des athlètes. Suite à cette année-là, le coach s'est fait congé pendant le milieu de l'année. D'autres gens avaient repris l'équipe pendant la saison, mais dans le fond, après le processus de sélection, c'est moi qui ai eu j'ai été comme nommé entraîneur-chef de l'équipe. Là, j'ai vraiment pu mettre les trucs à mon image. C'est vraiment là que la tangente offensive a plus partie. En France, il fallait adapter un petit peu des trucs, mais vu que là, tu arrivé avec des gars plus sérieux, mais c'était comme. C'était plus facile de faire les choses. Par contre, la première année était comme très difficile. C'était comme une année comme on changeait de coach en chef, on avait recruté, mais le recrutement était correct, mais ce qui restait dans l'équipe, c'était des gars qui avaient eu 2 dernières années difficiles. C'est eu beaucoup de refaire la culture avec un nouveau coach qui est jeune, qui n'a pas une grosse voix. Mais les gars, des fois, c'est comme ça ne fitait peut-être pas tout avec les tout arrive, tu veux tout changer, mais les gars qui ça fait 3 ans qui sont là, nous autres, ça ne marchait pas de même avant. Il y a eu un petit peu un culture clash sur ce qu'on voulait rentrer, mais après 3 ans, ça n'a pas été. Mais même dès la première année, on avait quand même réussi à surprendre Vieux-Montréal. Vieux-Montréal avait battu une équipe qu'on n'aurait jamais dû battre. Il y avait comme des Rinaldo Sagesse, des Galax. Je pense que tous les gars qui ont joué à Arnaud, il y avait Julian à l'attaque. C'est comme la liberté en défensive, toutes les studs.
on avait comme réussi à faire un miracle. Fait que, ça a donné beaucoup de momentum pour l'année d'après. Puis après 3 ans, on a gagné une Bol d'or. Mais avant de parler avant de se rendre au bol d'or, là, tu coaches défensif, puis là, tu as ta première expérience offensive en France, comme tu dis. Ouais. Là, lorsque tu reviens, c'est là que tu as ta première expérience comme head coach. C'est bien ça, je crois. Head coach, puis aussi officiel dans du vrai football organisé. On s'entend qu'en France, tu avais des équipes qui avaient des coachs, qui venaient des States, tu avais des équipes qui étaient bien coachées, mais tu avais des équipes jusqu'à notre deuxième game. On arrive, puis après, dans une équipe, il y avait plein de gars sur l'équipe de France, mais je pense qu'il y était 22 dans l'équipe. Puis le corps arrière, il sort, mais il n'y a pas de coach. Le corps arrière, il sort de ses pantalons, un manteau de papier qui déplie. Dans chaque jeu, il sortait un manteau de papier pour que les jours comme avec le j'ai dit, OK, en business, c'est sûr qu'on gagne. Non, c'est ça, c'est dead, c'est fini. Là. J'ai un petit chanceux en France parce que le gars qui était commentateur défensif avec moi à Garneau pendant que j'étais là, Francis Boyer, pendant 6 ans, mais lui, finalement, c'était comme. J'ai dit, bon, après une game, c'est trop géré tout en. Fait que tu gères la défense puis tu joues en même temps, mais il jouait comme both ways aussi. Fait que il jouait au line ready ou fullback des fois, il revenait sur le sideline, c'était comme. C'est la France. Quand c'est avec du vrai football organisé, c'est là qu'on a vécu. Que l'équipe prend l'adaptation, là, puis de faire vraiment du football offensif. Là. Puis, justement, lorsque tu reviens au Québec pour devenir head coach, dans tes souvenirs, là, quel style de coach tu étais? Parce que souvent, lorsqu'on a des nouveaux rôles en tant que coach, on a tout le temps plein d'idées puis plein d'aspirations. Puis la réalité, c'est que c'est souvent, rarement, exactement comme on pensait que ça allait être. Là, dans le fond, c'est clair parce que, en plus, c'est comme moi, je voyais juste, mettons, quand tu fais juste coacher une position ou c'est juste aussi, tu vois juste les XNOs. Là, tu arrives, mais là, il faut que tu recrutes, il faut que tu parles, tu t'occupes de la politique de l'école, il faut que tu aies des bonnes relations avec le service des sports, faut que tu t'occupes du suivi académique, il faut que tu gères les gars dans plein de situations que tu ne pensais pas. Parce que au cégep, les gars, ils ont de l'air des hommes, mais souvent, c'est encore des kids jusqu'à leur deuxième, troisième année, avant qu'ils prennent une maturité. C'est comme souvent, comme tu te retrouves être le grand frère de comme 60 gars d'une shot, puis là, tu es comme. Tu as plein du temps que tu voudrais coacher, mais tu as toujours quelqu'un qui vient dans ton bureau pour X, Y raison. Fait que là, tu te retrouves souvent en arrière sur plein d'affaires. Fait que c'est comme. L'organisation de tout l'ensemble de choses. Je ne suis pas sûr que j'avais réalisé qu'il y avait autant de choses, même si tu as un beau plan, tu le présentes dans l'entrevue, tu as un plan annuel, tu as ci, tu as ça, je fais ça. On fait ça lundi, mardi, mercredi, mais en réalité, quand tu arrives et que tu es tout seul à temps plein, tu n'es pas dans un staff universitaire, ben là, c'est pas la même game. Puis surtout, nous, dans le temps, moi, je voulais être comme, avec la technologie, je voulais être cutting edge. Nous autres, à Laval, où on avait des logiciels comme Exos déjà avant que le monde en aille. Mais moi, je voulais faire des choses comme ça. La première année, il n'y avait pas de budget. Fait, comme j'avais acheté un Mac, je faisais pour moi-même mon découpage, comme de tous les films pour les cut-offs. Parce que pour moi, l'analyse, la préparation, ça a toujours été prioritaire pour moi. Mais tu perds beaucoup de temps à faire ça. Tu fais tes cut-offs à toi, les cut-offs. La deuxième année, j'étais chanceux. Il y avait comme au Vieux-Montréal, ils updataient leur système. Fait, Marc m'avait vendu, comme leur coach Chandra m'avait vendu leur licence Exos. Mais sauf que c'est dans le temps encore qu'il fallait que tu aies ton DVD qui roulait en live sur un lecteur DVD. Puis il fallait que, c'est pas comme sur un autre qui rentre découpé, il fallait que j'ai code manuel en temps réel sur le DVD. Fait que si quelqu'un rentrait dans mon bureau quand j'étais rendu au troisième quart, puis j'ouvrais le bureau, mais il fallait que je recommence la game. Ça, c'était en 2007. Là, on voit comment que les choses, on est choyés avec Huddle en 2020, la façon que ça roule. Puis, en 2007, on touche encore. Je suis privilégié. Là, il n'y avait aucun coach qui avait ce système-là. Ça a comme changé. L'année d'après, tous les coachs au cégep, ils ont tous eu leur licence Exos pendant 2 ans. Puis là, quand Huddle a pris son envol, mais là, tout le monde s'est mis sur l'autre. Depuis ce temps-là, le monde vit des choses, comme quoi c'était juste universitaire avant, parce qu'avant, c'était des gros software qui valaient beaucoup d'argent.
anecdote. Je suis parti de la tendance, là, mais Ouais, ça faisait c'est bien partie un petit correct. peu des Ouais. défis puis des choses là, tu sais, Ouais. que tu penses, vu que tu ne fais pas ton montage tout seul, tu n'as pas de G, tu n'as pas rien, mais là, tu es un one-man show, puis après ça, ben, il faut s'entourer de gens qui sont comme pas à temps plein, qui ont d'autres jobs, puis qui sont passionnés, puis qui vont faire les choses comme il faut, comme toi. Là. J'étais chanceux pendant que j'étais à Gardeau, j'étais motivé, puis quand on a eu la technologie l'a permis, mais ça m'a enlevé beaucoup sur les épaules de me concentrer vraiment sur l'aspect d'être coach. Mais je dirais ce qui a le plus changé pour répondre un petit peu à la question initiale, c'est que quand tu es jeune à gauche position, tu es un peu un player's coach, j'étais jeune, j'étais dynamique, j'étais de l'enthousiasme. Mais après ça, il faut que tu passes sur tu changes un peu ton chapeau, tu es un petit peu tu es rendu le boss, fait que tu peux avoir la même dynamique de relationnel avec les gars. Mais j'étais quand même tout le temps j'étais comme quelqu'un qui était jeune, mais avec les gars, j'étais capable de garder. Quand je suis venu coach, c'était le plus dur, là, j'ai un petit peu commencé à prendre mes distances des gars, avoir moins de relations plus tight avec les gars qui viennent jaser, puis puis c'était un petit peu ça qui a changé beaucoup. Je suis un petit peu moins devenu un player's coach. Par contre, j'ai souvent, à cause que j'avais un gars que je faisais super confiance en défensive, mais plus l'année allait, j'étais head coach, j'organisais, mais j'étais vu un petit peu les coups pour les gars. J'étais comme le gars qui coachait l'attaque aussi. Puis il y avait comme coach Frank en défensive qui était comme le DC. Fait que, on avait comme un gros respect mutuel. Les gars, je pense que les gars voyaient comme le chef. Tu avais des gars en défensive qui ne voulaient pas au quotidien tant que ça avec moi. Puis le gars à l'attaque qui fait chier après nous autres. On frappe les gars en pratique. Tu deviens comme un porte-parole, genre. Un porte-parole, exact. Ouais, c'est ça. Parce que, il y en a qui disent que être coordonnateur puis être head coach, c'est comme deux opposés. Là. Dans le sens qu'il y en a un qui est vraiment tacticien puis l'autre qui est beaucoup dans le relationnel. Là. Est-ce que ça t'a... qu'est-ce que tu aimais mieux le faire au final? T'sais? Inconsciemment, c'est sûr qu'il y a un des deux que tu fais plus ou que peut-être tu priorises ou que tu te rends compte que non, je suis vraiment plus ça puis pas ça, tu sais. Ben, je veux dire, dans les années qui étaient là, ce qui a fait ce qui était un petit peu qui a changé pour moi, c'est moi, ce que j'aimais le plus, c'était comme plus la game, les XNO, l'aspect compétitif, cadre de compétition, de garder mon compétiteur en moi de toutes les semaines, de compétitionner contre quelqu'un, puis d'essayer de. Tu ne veux pas juste gagner, quoi, mais tu es comme t'es one-on-one contre quelqu'un, c'est comme moi, c'est l'aspect qui me stimulait le plus des fois que l'aspect d'être un père de famille puis de gérer tout autre travail. C'est probablement ça qui a influencé ma décision de partir universitaire puis juste faire ça aussi. Ouais, je crois. Puis en France, là, juste pour être sûr, parce qu'on en a déjà parlé avec d'autres mondes qui sont allés jouer en France, toi, tu faisais juste coacher, là. Tu n'étais pas le fameux joueur-coach, c'était vraiment juste coacher. Là. Non, je faisais juste coacher, puis de toute façon, j'aurais pas pu. Ben, probablement que. Parce que j'avais comme eu la brillante idée d'aller jouer senior 2 ans après avoir fini de jouer, puis je jouais pas DB, je jouais running back, puis t'es All-Star les 2 premières années, la vie était belle, je me pensais bon, mais je m'entraînais plus vraiment, puis j'étais pas. Puis running back, tu prends un gros pounding. Je me suis fracturé le péroné en spirale c'était l'année que je coachais les DB à Garneau, puis juste avant que je parte en France. Quand je suis arrivé en France, j'étais encore je marchais avec une canne encore, j'étais encore en rehab. Ils n'ont pas pu essayer de me. Mais probablement que si j'avais été en santé, ils m'auraient sûrement manipulé ou blow-mind pour que j'aille faire. Ben, je suis aussi comme Pascal Trudeau qui est allé après moi, que j'avais plugué là-bas. Il était juste posé de coacher, puis il n'y avait pas de QB, puis après 2 games, il a fini, il a joué QB le reste de l'année. Fait que, ouais, il aurait probablement essayé de me faire jouer. Ouais. On était comme gars, j'avais comme c'était pas un gros salaire, je pense je faisais 500 € par mois. Mais on était là, j'avais un appartement peut-être à 500 mètres de la plage. On avait un restaurant à l'autre bord de la rue tous les midis. On mangeait dans un restaurant 5 étoiles qui est en face du palais du festival. C'est ça qu'on n'avait pas le droit de manger là-bas, c'est pas quand il y avait des festivals de Cannes ou des festivals
2 repas par jour, cellulaire fourni, auto fourni. Ouais, non, c'est ça, là. On joue, On va mettre la life. Ouais, on ne peut pas abuser, c'est cher en France, mais c'est comme, on a eu le temps de voyager un peu, on est allé à Rome, c'était une belle expérience que je recommande à tout coach ou joueur qui finit sa carrière, qui n'a pas rien à faire, tu vas vivre quelque chose, puis c'est pas nécessairement là, le foot a beaucoup amélioré, c'est beaucoup amélioré en France, l'aspect de faire une dernière fois quelque chose d'autre avant de passer, mettons, aux choses sérieuses, c'est comme... C'est une belle façon de clore des fois une carrière pour certains gars qui ont pas eu, mettons, la carrière qu'ils voulaient universitaire. Je pense que c'est un bon setup. Vas-y, Pierre. Je pense qu'on a posé la même question. Tu es à Garneau, en plus, c'est drôle parce que quand je repense aux années, c'est nos années que nous, quand on a fini au secondaire. Tu gagnes un bol d'or à Garneau aussi, tu l'as dit, comme head coach. Après ça, là, on sent que tu es beaucoup plus un coordonnateur offensif. À tout le moins un coordonnateur, un tacticien qu'un head coach. Fait que tu décides d'aller à McGill. Comment ça se passe, ça? Comment tu pars de... Tu sais, c'est quand même des gros mots. C'est peut-être pas un aussi gros move que d'aller en France, mais ça reste que tu pars de Québec ou que tu as une bonne job dans un cégep ou que c'est ta job pour aller dans une université à Montréal. En anglais en plus, comment ça s'est passé? Je te dirais que, dans le fond, après le deuxième bol d'or, après 6 ans, après le deuxième bol d'or, le recrutement au cégep, ça s'en est de plus en plus compétitif. Puis, j'étais tout seul j'avais des assistants qui m'aidaient beaucoup pendant la saison, mais au niveau du reste de l'année, t'es homme orchestre. Je commençais à m'essouffler un petit peu. Puis j'avais eu, dans le fond, des 2 années avant, des pourparlers avec Laval, où, dans le fond, avant que coach Adelica ait coaché là-bas, mais à un moment donné, ça brettait. Fait que, Glenn allait sonder mon intérêt. J'étais super intéressé, mais là, vu que je suis rentré en portrait, ça s'est closé plus vite avec Marco. Fait que là, l'année d'après, quand ils ont remplacé Marco, il y a encore eu des pourparlers, ça avait l'air super positif. Là, finalement, ça n'a pas fonctionné. On décidé d'aller avec Dwayne John. Fait que, je sentais que dans mon propre patelin, j'aurais comme, après 2 fois que tu te fais comme, tu vas l'avoir, là, tu te dis, non, finalement, c'est quelqu'un d'autre. Je sentais que même si je n'étais pas loin, mais peut-être j'aurais jamais cette opportunité-là si je restais à Québec. Fait que là, j'avais ça allait, avec 2 bols d'or en 6 ans, mon nom, il était comme, il circulait beaucoup. Puis, ça a comme donné que ma conjointe finissait ses études en médecine. Puis qu'elle avait pas de poste encore après. C'était son année qu'elle faisait comme tu peux faire, tu fais toutes tes. Souvent, tu fais des heures en région. Fait que elle va pouvoir postuler sur des postes là, dans les gros milieux urbains. Fait que, dans le fond, c'était comme un peu le temps parfait. Fait que, puis je me suis fait comme recruter là, je me suis fait vendre un beau ça faisait 2 ans que les autres me parlaient. Finalement, je me suis fait séduire. J'avais des bonnes conditions salariales aussi. Fait que je suis comme... Puis aussi, surtout comme quand tu as du succès depuis tes succès comme joueur, succès dans tout ce que j'avais fait à date, j'étais comme... Tu penses que tu es béni, tu penses que tu es God's gift de coaching, que tu vas arriver là-bas, puis juste avec ton cerveau, tu vas battre tout le monde. Un petit peu inconsciemment, il y avait un petit peu un côté coquille à moi. Bon, j'ai pas ma chance, je vais aller ailleurs, je vais leur montrer. Je suis capable. Avec les années, mais tu réalises que il y a pas, comme à un certain niveau, tout le monde, tous les gars qui sont à ce niveau-là, c'est tous des God's gift de coaching. Puis après ça, c'est que même si tu travailles aussi fort ou plus fort qu'eux autres, mais c'est pas juste les XPNO, c'est les Jimmy et les Joes qui sont importants aussi. Fait que c'est là que je me suis rendu compte à tel point que tu vois collégial, le recrutement, ça va, mais universitaire, c'est comme la différence est encore plus grosse. Puis nous autres, ce qui était tough aussi à McGill, c'est qu'on avait comme avec les frères Donovan et les gars avaient comme trouvé une façon de faire rentrer des gars au programme de certificat.
Mais souvent, ces gars-là, ils ne pouvaient pas, suite à ça, c'était super difficile de les faire rentrer comme, au niveau, dans des programmes, dans des bacs. Fait que, c'est comme tu te battais avec des couteaux pendant que le monde ailleurs, il se battait avec des armes nucléaires. On n'avait pas accès. Je pense que le plus bas qu'on avait pour rentrer à McGill dans ce temps-là, c'était comme un 24-25 de quota. Tu regardais les listes de recrutement, puis à part des gars spéciaux comme Normandin ou Betts qui avaient des 35 de quota, mais la moyenne des gars qu'on recrutait sur les listes, ben, il y avait plus de gars en bas de 24 que de gars en haut de 24. C'est la réalité un petit peu des gars au cégep, ils ne sont pas branchés. Souvent, ils font une erreur à leur première année, puis la quota, c'est pire qu'un petit criminel, là, ça ne pardonne pas. Même si ça a été comme un petit peu tough de pouvoir, même si des fois les gars aimaient beaucoup McGill, mais tu ne peux pas les rentrer dans les programmes où tu t'assois avec des gars, puis là, des gars qui sont acceptés dans, mettons, au HEC, puis là, ils rentrent sous certificat. Moi, ça arrive souvent que, comme, je disais aux gars, je veux que tu viennes, mais si je vois que tu es accepté là, puis moi, après 3 ans, tu n'es même pas sûr d'être rentré dans, même si tu as les meilleures notes, tu n'es pas sûr de rentrer. Je peux pas, je me suis jamais corrompu au point de dire à un gars que j'avais quand même une éthique à ce niveau-là, mais c'est pas. Quand tu veux comme battre Laval puis Montréal, ça. Fait que, les 2 premières années, ça a quand même été. On a quand même eu on a fait des belles choses. La première année, j'ai eu un receveur qui était comme un record breaker pour le plus de catch pour une recrue. Il était recrue de l'année au Canada, où on avait comme Laurent. J'ai rencontré un certain Laurent Duvernay-Tardif là-bas qui était comme un gars que, moi, je venais de Laval, quand tu pratiques pas, tu joues pas. Puis, Laurent est au cadre du printemps, c'est un gars qui était comme wow. Puis là, tu arrives à l'automne, mais il y avait comme un stage au mois d'août qu'il n'était pas supposé de prendre, qu'il ne recevait pas de crédit, mais c'était lui, c'est un stage qu'il voulait faire pour sa médecine. Fait qu'il a raté comme tout le camp d'entraînement avec ça. Là, on jouait contre Laval la première game. Moi, c'est ma première game universitaire. Je joue contre Laval. Je suis chaud. C'est à Laval. On va aller shot the world. On va aller battre un rouge et or. Ce gars-là, je m'en fous. Là, je sais pratique pas, il joue pas. Mais là, les gars sont là, finalement, il arrive une pratique. J'ai toujours ma vie. Le coach Joe Line fait un meeting avec Laurent pendant 2 heures. Il arrive à la pratique. Il fait aucun boss. Il domine tout le monde. C'est violent. Parce que Laurent, c'est un gars, c'est un gentleman, mais entre les sifflets, c'est un. Il est vraiment violent. Il est violent. Il est pas, on l'appelait, ça se pas les Dr. Death pour rien. Il était comme. Puis lui, dans le piton, puis il fallait que le monde soit dans le piton aussi. Fait que, comme, je vois la pratique, genre, OK, je peux jouer. Puis il arrive à la game après une pratique, puis genre, il domine Arnaud Gascon-Lanon, qui était le GP Metris winner l'année d'avant. C'est un gars spécial. Le coach Joline, il dit Coach, après 2 heures, il connaît plus de playbook que moi. Là. C'était comme. C'était Laurent, sur 2 ans. Sur 2 ans, il a dû pratiquer peut-être 20 fois total. Je dis un chiffre comme ça, mais c'était comme. La deuxième année, il est en stage à McGill, au centre sportif, mais il a moins pratiqué que la première année. Mais quand un gars, il performe comme ça, c'est comme c'est un gars que tu vois une fois dans une vie. Fait que la première année, première game, on donne une grosse game à Laval pendant 3 quarts. Je pense que ça finit en bas de 10 points. Dans la fin de la saison, on a fait les playoffs. Encore une fois, on donne une grosse game à Laval. On les toffe pendant 3 quarts. On en manquait tellement de profondeur qu'après un certain temps, souvent, on s'essoufflait. La deuxième année, on a eu une belle année au niveau à l'attaque. Je pense au niveau offensif, on était parmi les 6 meilleurs au pays au niveau statistique, mais au niveau fiche. Encore une fois, je pense qu'on a perdu en première ronde des playoffs. Puis la 3e année, mais on avait une équipe qui était comme. On a recruté pendant 3 ans, on avait probablement l'équipe la plus talentueuse qu'on a eu à McGill, mais première game, on était à un touché de battre, de prendre des devants au 4e quart contre le Vert-et-Or, on lance un pick. La drive d'après, on lance un pick 6. La drive d'après, mais le dernier jeu de la game,
au lieu de faire un lead-down, ils partent pour 70 pour un toucher. Il restait 1 minute, puis ça finit comme par 21. Mais 1 minute avant, on avait une grosse victoire. La game d'après, les frères Donovan avaient été à Concordia. C'était une grosse game qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre. Notre carrière partant en commotion au deuxième quart. On perd la game. Après ça, la quatrième game, entre-temps, notre joueur étoile, Luis Andrés Guimonta, était suspendu pour une histoire d'école d'accusé de violence conjugale. Puis, finalement, il a été absenté, mais à McGill, l'université l'a suspendu. Fait que, là, le coach a démissionné. Fait que, dans l'année, il avait 3 ans de travail. On a notre meilleure équipe. On finit la saison comme, je pense, au N8. Suite à ça, pour moi, ça a été super difficile. Tu travailles pendant 3 ans, tu as une équipe qui finalement tu peux comme passer dans sa bosse. Finalement, tout explose dans le visage. Suite à ça, finalement, il y avait eu. Je parle trop, je ne prends pas le temps de respirer. Suite à ça, moi, j'étais un petit peu comme essoufflé. Là, c'est comme en plus, ma blonde, elle a accouché. Après la saison, ma blonde, elle a accouché au début décembre. Donc, puis un mois off là, suite à une saison qui est un petit peu rocambolesque. Pendant l'hiver, le processus d'embauche d'entraîneur a été super, super long. Donc, là, moi, j'avais été nommé par head coach par intérim avec coach Schiller, mais j'avais comme pas l'intention d'appliquer. Puis aussi, dans mon background, étant donné que j'étais tout dans en coaching, j'avais comme jamais fini. J'avais fait l'erreur de jamais finir comme les 7 crédits de stage qui me manquaient dans le passé. Quand j'avais essayé, on m'avait dit qu'il fallait que je fasse 1 an d'école de plus, mais moi, j'étais déjà à temps plein, je travaillais déjà dans ce milieu-là, je ne me voyais pas arrêter, puis perdre 1 an de salaire, retourner à l'école quand je faisais déjà ce que je faisais. Une vision qui était short-term dans le team qui m'a hanté, mais c'était après 3 ans de vivre un petit peu ce qu'on avait vécu à McGill, je me rendais compte que c'était comme même si les meilleures intentions, que c'est comme une grosse cause, puis c'était difficile, puis j'étais plus sûr si je me voyais comme un petit peu dans faire ça comme dans un autre cycle. Puis finalement, ça a comme donné que le coach Hiller qui avait eu la job, lui a décidé de monter son propre staff. Puis en fait, j'ai pas été retenu dans le staff là-bas, mais pour moi, ça a comme été comme. Ça a fait mal parce que c'est la première fois de ta vie que t'es pas gardé, t'es pas voulu. Mais en rétrospective, c'était comme un peu bénéfique parce que je manquais comme. J'étais quand même plus sur le bord un peu d'un burn-out professionnel. En plus, comme ma femme avait accouché, j'étais nouveau papa. J'ai comme eu la chance de pouvoir passer comme la première année de la vie de ma fille quasiment avec elle tout le temps. Moi, ça a comme été du coup, ça a été difficile, mais après ça, ça a été comme un cadeau que j'ai comme que je peux pas. Gros cadeau que j'ai eu de ma vie de pouvoir passer plein de temps avec ma fille. Pour moi, c'est un cadeau déguisé. Suite à ça, j'ai été chanceux. J'ai un compétiteur là, c'était la plus grosse rivalité qu'on avait quand moi je coachais au Cégep, c'était avec Lennox. Parce ça avait parti qu'il y avait des gars d'SSF que j'avais coaché au Challenge Wilson. J'avais coaché moi-même à SSF. Ils m'avaient tout tourné le dos. Ils avaient été choix à Lennox. Fait que c'était comme personnel. Puis en plus de ça, Coach Shonka, il avait commencé en même temps que moi en 2006. Fait que c'était comme 2 coqs tout le temps qui voulaient comme montrer qu'ils étaient les meilleurs. Fait que la réalité, ça brassait pas mal. 2 fois des semi-brawls avant les games. Puis, ouais, OK. Même que sur la bague du Bol d'Or 2008, c'est marqué FC pour Fuck Cougars parce qu'on avait battu les Cougars. Moi, j'étais un ancien de Lennox en plus. C'était comme. Oh shit. Puis les rumeurs là-bas, les gars avaient inventé des histoires que j'avais avant le Bol d'Or 2008 pour pomper les gars que j'avais détruit ma bague de Bol d'Or de Lennox avec une masse. C'était comme. Quand je recrutais des gars après ça, quand j'étais à McGill, l'universitaire a fallu que je sorte ma bague des Cougars pour leur montrer que ma bague, que c'était pas vrai que j'avais comme fait ça à patte. Là, wow! Mais c'est une bonne histoire, ça, pour le vrai. Encore de ça. Fait que non,
quand je suis parti de McGill, coach Jonka, il avait comme réussi à trouver, comme lui, il s'est soufflé un petit peu aussi de tout ça, tu sais, comme les programmes collégiaux, vous voyez un petit peu, ça roule comme des programmes universitaires, mais il y avait comme juste un gars à temps plein, un homme orchestre. Fait que Jeff, il commençait à s'essouffler, puis il y avait le budget pour me faire rentrer à temps plein durant l'automne. Fait que pendant 2 ans, c'est ce que j'ai fait, le temps j'ai eu des bonnes conditions, puis ça me permet aussi là, de profiter aussi de la vie de nouveau papa. Fait que, j'étais comme full-time à l'automne, mais peut-être j'avais comme un horaire que, vu que je demeurais peut-être à 1h15 de là-bas, je faisais 2 jours là-bas. Puis durant la off-season de recrutement, on le faisait souvent on le faisait virtuel. Je me déplaçais juste pour les grosses visites durant les fins de semaine. Fait que c'était comme j'ai été gâté par Jeff, mais je m'aurais jamais attendu quand je suis parti de Garneau en 2008 que coach Jonka allait me donner comme la chance de me relancer. Ça a été une de mes plus belles années là, de coaching. Je suis arrivé là-bas. Quand ça fait 3 ans que tu pars de Garneau, tu gagnes 2 balles d'or. Là, tu arrives à Team Canada, mais je n'avais pas parlé tantôt, mais j'arrive à Team Canada où mon nom circulait. J'avais un compteur offensif. Il y a un monsieur qui s'appelle Noel Thorpe qui me donne l'opportunité d'être là aussi là-bas. Mais on arrive là-bas au Texas, dans la mecque du football américain. Puis, c'était comme vraiment, on se faisait intimider par les gars des US, des codes d'or. C'était des bullies. Ah ouais. Comme dans un film, là. Les jocks. Ils prenaient tout, là. Il y avait des lounges pour que les jeunes ils relaxent. Ils prenaient le contrôle. C'était leur salle de meeting, leur salle de visio. Ils prenaient le contrôle de tout. C'était des bullies. Puis, on est arrivé là-bas, c'est comme Miracle on Grass, on a battu comme une équipe américaine, on paper, mais on joue la game peut-être 10 fois, on gagne une fois, mais c'était cette fois, on a gagné, mais on a quand même réussi à. J'ai quand même été chanceux dans mon sport, j'ai gagné la Coupe du Monde au Texas en plus, puis battre des Américains chez eux au Texas, c'était comme. Ouais. J'étais un petit peu content. Là. Ah non, c'est sûr, là, ben oui. Non, après ça, j'ai eu Team Québec aussi l'année suivante. On a gagné 2 fois la Coupe Canada. Fait que, j'avais eu comme beaucoup de succès tout le temps gagné. On a à Laval a gagné. Au Cégep, j'ai gagné après 3 ans que tu ne gagnes pas. Mais là, n'importe quelle personne, c'était la personne, j'étais peut-être une personne un petit peu plus cocky avant, mais ça a été un reality check, dans le fond. Au niveau de l'humilité, mais ton estime en prend un petit peu, en prend une shot. Fait que de revenir puis de refaire les choses que tu faisais puis que ça fonctionne puis que tu te rends compte que c'est pas juste, c'est comme ce qui se passait à McGill, c'était pas juste Pat, c'était pas juste coach Utley, c'était pas juste coach D. C'est comme un ensemble de choses qui étaient pas là, qui étaient tough pour avoir du succès dans la conjoncture dans laquelle nous on travaillait. Fait que, ça moi, ça m'a replacé. Puis surtout que je suis arrivé là-bas, puis on avait une année avec un stud qui s'appelait Mike Aruda, puis qu'on était undefeated, puis on a eu comme c'était comme une équipe boostée. Fait que, ça a été le fun de revenir dans un environnement comme ça. Puis c'était aussi ce qui m'avait manqué le plus au niveau coaching, puis peut-être vous, je suis sûr que c'est quelque chose que vous vivez vous au scolaire, c'est comme l'esprit de gang, l'esprit, comme un peu l'esprit de chambre de hockey du jeudi soir, que comme au universitaire, je l'avais au cégep avec ma gang de coach, mais universitaire, je l'avais plus. Puis quand je suis retourné à Lennox, mais avec coach Jonka, mais son staff, il le voulait vraiment, comme un peu comme moi, je le voulais au cégep. Mais c'était comme une famille, des gars que 2 soirs semaine, mais les jeudis après le meeting de la semaine, on prenait une bière, on parlait après les games, win or lose, on prenait le temps de mettre les choses au clair, de se jaser, des fois jusqu'à 2 h du matin. Ça m'avait manqué pendant 3 ans, parce que dans le fond, à McGill, mais dès que la game finissait, tous les coachs partaient, c'était à Montréal, tout le monde faisait des places différentes, c'est comme pas. Comme au niveau team bonding des coachs, c'était comme c'était inexistant. Fait que, de pouvoir vivre ça, c'est une des choses que moi, c'était vraiment important dans le coaching, puis que j'ai retrouvé quand j'étais allé à Lennox, puis je l'ai retrouvé là, quand j'étais retourné à Garneau avec coach Junior. Puis au point de vue de plus tactique, d'après toi, personnellement, ce serait quoi la différence entre coordonner à l'université puis au niveau collégial?
Tu sais, je vais donner mes deux versions. Ma version initiale, quand je suis arrivé, j'étais comme, c'est pas grave, là, il y a un down de moins, mais je garde ma philosophie de first and ten collégial. No huddle, beaucoup de ça, mais j'étais déjà beaucoup dans les RPO avant que les gens appellent ça les RPO. Je faisais beaucoup de choses déjà à ce niveau-là. Puis je me dis, sur third down, mais sur second down, je vais prendre ma philosophie de third down. Mais au football universitaire, si tu n'as pas de succès au sol ou sur tes RPO, mais deuxième et long, il arrive il arrive très vite. Fait que, tu te retrouves peut-être une situation que tu vis 3 fois par game au niveau essai, collégial puis secondaire. Universitaire, tu le vis 10, 15 fois, surtout quand on avait comme un peu. À part Laurent, on n'avait pas, c'était pas des fois les meilleures lignes à rivaliser contre une équipe, on n'avait pas tant de succès que ça quand on faisait ce qu'on faisait. Fait que il a fallu probablement adapter plus. La plus grosse chose, c'est adapter ton style de jeu pour pouvoir comme, avoir du succès sur troisième essai. Puis, souvent, des choses que je me suis rendu que tu vois, mettons, à 4 essais, c'est plus que tu es en troisième et long, plus que les défensives sont exotiques. Ici, là, tu vas avoir des pressure packages, là, tu vas avoir des looks différents. Ben, en deuxième, quand tu es sur deuxième, comme quand tu es en situation des troisième médium, troisième écho, les défensifs sont plus vannées. Tu sais plus à quoi tu vas t'attendre. Tandis que sur troisième essai ou deuxième et long, là, c'est des affaires que tu pratiques moins, que les gens packagent un peu de semaine en semaine. C'était pour moi, c'était la plus grosse adaptation là, de changer un petit peu de ma première année. Tu arrives dans un package que tu as 6 concepts au sol avec des variantes. On faisait de l'option. Puis là, tu arrives à en as monté de moins de jeu à ce niveau-là, puis tu en as plus sur les deuxièmes essais longs, situations de passe. Donc, c'est un petit peu l'adaptation du playbook, de réduire beaucoup le package, le sol, puis peut-être garder la même chose qu'on avait au niveau de la passe, mais de beaucoup diminuer le package de premier essai. Parce que au cégep, tu peux faire premier essai, tu as la même philosophie sur first ou second down que tu gardes, tandis qu'au niveau universel, tu as juste un down pour faire ces choses-là. Fait que c'est l'adaptation de shrink down les choses pour avoir mieux exécuté et d'avoir moins de situations à ce niveau-là. Si tu avais à choisir entre le 2 et le 3 essais, qu'est-ce que tu aimais le mieux? J'aime définitivement mieux le 3 et le 4, tu veux dire? Le 3 et le 4. J'aime mieux le 4 essais. Mais c'est une des choses que je me suis toujours posée aussi, c'est que au Québec, on a quand même une troisième version. On s'entend, on a notre version à nous du football. On a le fameux hybride. Le fameux hybride. Puis on le voit dans les dernières années avec toutes les gens qui comprennent mieux ce qui se passe à l'attaque, avec le spread, le sans caucus, que c'est comme c'est une game, c'est tough coacher défensif et avoir du. Oui. C'est tough pour les défensives. De défendre 65 verges de large sur 4 essais. Donc, moi, je me suis toujours posé la question pourquoi que c'est nous autres, on a le pays qui a le moins de monde, on est le pays qui joue avec 12 gars sur le terrain. Donc, non, mais j'aime le style de football, ça l'a vraiment. Moi, je l'ai vu quand j'étais en France, de jouer à 11. Le 12e joueur, il apporte beaucoup de choses au niveau couverture, au niveau de concept de passe. Mais des fois, avec le nombre de populations, tu te poses des questions pourquoi il y a comme 3 sortes de foot. Tant qu'à jouer à 4 essais, peut-être des fois. On a parlé souvent dans les meetings de ligue pourquoi on ne joue pas à 11. Pourquoi on ne joue juste pas du football à 3 essais. C'est vrai pour elle. Je pense pas que ça va changer dans les prochaines années. C'est trop conservateur encore, on dirait, exact. Le monde du foot. Ouais. Mais c'est des débats des fois à avoir, mais non, j'aime mieux la game, j'aime mieux la game de 4 essais, c'est comme, je pense que, surtout au niveau au niveau, je pense, météorologique aussi au Québec, que tu peux pas avoir le meilleur QB, mais nous autres, mettons, à Garneau, quand tu joues, mais il y a toujours, ce qui fait beau, pas beau, on remet sur un cap, puis il y a toujours
la moitié du temps, il y a des vents quand même assez forts d'un bord qui poussent toujours à côté. On a le vent, du nord des montagnes. Puis, ben, quand il y a l'hiver, tout ça, je pense que les conditions météorologiques au Canada, des fois pour le passing game, à moins que tu aies un Jonathan Sénécal année après année, c'est pas nécessairement des fois optimal. On pourrait avoir des débats comme ça longtemps. C'est peut-être pas le but du podcast présentement, mais. Non, mais c'est vrai Répondre aussi. à la question, j'aime mieux la game à 4 essais. Non. Ben, c'est bon. En plus, c'est ça, j'avais même pas pensé que tu as eu la chance de même comparer, de coordonner dans un système. En France, c'est règle NFL. Oui, c'est règle NFL. Ouais, exact. Ça doit te faire plein de playbooks différents chez vous que tu peux utiliser pour toutes les. Mais ouais, c'est fou. C'est rare, là, ceux qui ont fait les 3 comme toi, là, mais ouais. Ouais, fait que là, de Lennox à Bishop, c'est là qu'on était... Ouais, c'est ça. Dans le fond, après 2 ans à Lennox, des full-time à l'automne, dans des full-time à l'automne, le reste de l'hiver, part-time. À Bishop, je respectais beaucoup la coach contre Shérif Nicolas qui m'avait offert d'aller à Biche. J'étais pas super chaud au début. Mais après ça, comme Jeff, coach Jonka, lui, a eu là de partir à Guelph. Puis, dans le fond, c'était pas dans le fond, au début, il voulait que je prenne le poste, mais c'était pas nécessairement possible parce que, dans le fond, lui, dans le fond, c'est un des chanceux au cégep. Il y avait une job un petit peu de cadre, comme il y avait une job d'API, puis il faisait d'autres choses comme. Il faisait full-time coach, j'avais comme d'autres tâches à signer, puis vu que j'avais pas encore mon bac, c'était pas un job que je pouvais postuler pour. Fait que c'est comme encore une fois, à cause pour des erreurs de jeunesse que j'ai pas pu postuler sur le poste. Puis dans le fond, ça a comme donné que j'ai pris l'opportunité d'aller à Biche, là, puis avec rejoindre l'aventure, d'essayer de repartir l'équipe avec coach Nicolas. Par contre, encore une fois, je restais à Chambly, en banlieue de Montréal. Fait que, c'était comme 1h15. Puis, quand j'étais avec coach Jean, même si ma mère restait comme à Magog, mais j'avais comme un pied à terre là-bas, mais quand j'étais avec Laurent de Lennox, j'étais capable d'avoir, comme j'avais plus de latitude. Mettons, les lundis, c'est coach Joka qui faisait la correction. Les mardi ou jeudi, j'étais aux pratiques, mais la pratique walkthrough, je ne la faisais pas. Fait que, j'étais vraiment 3 jours full-time là-bas, mais la 4e journée de la game, j'avais quand même 3 jours semaine que je pouvais faire travailler de la maison avec la technologie, puis j'étais capable d'être là pour ma famille. La 3e année, quand j'étais au même endroit, mais j'étais à Biche, mais là, c'était full-time universitaire, full-time recrutement. On a beaucoup de pain sur la planche parce que les Gators, ils changeaient de conférence, mais il y avait beaucoup de jobs au niveau recrutement. J'étais comme là 6 jours sur 7. Ça a été tough au niveau comme familial après ça, d'être là pour être une petite fille de 3 ans, pour le couple. Ça commençait après ça n'a peut-être pas été comme qu'on voulait dans l'année. La première année que tu apprends un programme, c'est rare que tu peux faire les choses que tu veux faire. Il y a trop surtout au niveau comme. Je l'avais parlé un peu au cégep, que quand tu arrives à ta tes gars de 3e année, ça fait 3 ans qu'ils sont là, mais c'est universitaire, des gars, ça faisait 5 ans qu'ils étaient dans un environnement qui se faisait comme battre à plat de couture, par des Montréal, par des Laval. Ces gars-là, même on avait du talent, on a eu une saison qu'on a gagné juste une game, mais on aurait dû gagner comme 60% de nos games, mais c'est juste les gars, mentalement, étaient battus eux-mêmes. C'était comme des gars qui avaient trop eu ils étaient brisés. Mais quand tu travailles fort, tu mets des 80 heures semaine, tu vois pas ta famille. Mais je commençais à avoir des problèmes de santé cette année-là aussi, liés au stress. Comme.
Donc, la dernière game de la saison, j'ai pas eu le droit de la coacher parce que, dans le fond, ils ne savaient pas ce qui se passait avec moi. Fait que c'est un petit peu ça m'a donné un petit peu un reality check là, de ce que je voulais faire du reste de ma vie un peu. Là, quand ta santé va pas bien, puis là, tu vois pas ta famille, c'est sûr que le couple va pas bien, tu vois pas ta fille. J'ai revenu j'ai comme pris la décision là, on a pris une décision aussi de revenir en famille à Québec, passer le reste élever notre fille dans la région de Québec. Mais il y avait moi, j'avais comme plein d'offres au niveau du coaching pour coacher ailleurs. Mais à Québec, c'est comme le bassin est plus petit, il n'y a pas tant d'opportunités que ça. Année après année, c'est comme souvent ça, un des problèmes au football québécois, c'est que dans les cégeps, dans l'université, mais tu sais, c'est pas des postes, souvent tu as des postes que tu n'as pas d'avantages sociaux. Fait que, des fois, tu vas chercher un meilleur salaire, mais tu paies tout le reste que tu mets, tu le mets en REER, en fonds de pension. Donc, ça m'a comme fait penser que peut-être j'avais peut-être besoin rendu d'un plan. Comme pendant 20 ans, j'avais fait ça, j'avais peut-être besoin d'un plan B pour avoir une meilleure qualité de vie. Fait que je suis tombé dans un processus de réorientation professionnelle. Puis, dans le fond, je suis retourné aux études en développement web. Mais en même temps, quand je suis revenu à Québec, coach Junot, qui est un ami universitaire, qui avait été aussi un rival, mais on a gardé une bonne relation avant les années. Puis, il savait que je revenais à Québec, même avant que je retourne aux études pour faire un AEC que j'ai fait à Garneau. Mais Claude, j'avais déjà dit à Claude que j'allais venir coacher avec lui. Puis ça me permettait aussi d'avoir, comme j'étais bien traité, autant que coach Jonca a bien traité, coach Junot a bien traité. J'avais comme des conditions full-time à l'automne. Puis le reste de l'année, mais je pouvais me concentrer sur mes études. Mais c'était quand même tout. Quand tu es full-time à l'école, tu es full-time en coaching, c'est quand même hardcore aussi. Là, tu te retrouves aussi comme quand tu es à l'école à 40 ans. J'étais plus sérieux quand j'étais à l'université, j'étais plus compétitif, je voulais avoir du succès, il faut que tu mettes le temps, c'est comme une nouvelle chose. Mais ça a quand même été comme quand c'est la saison de foot, les études, ils mettent un petit. Je veux pas, t'es full-time, pareil, t'as des comptes à rendre, mais j'étais comme chanceux parce que dans le fond, j'étais capable de pallier avec l'horaire de l'école. Cette année, quand j'ai commencé à travailler full-time, c'était plus un reality check. Puis là, je me suis dit, comment ils faisaient les gars dans le temps? Que moi, j'étais head coach, puis que j'ai un gars comme Frank Boivin, il était comme d'ici à mettre des heures et des heures et des heures sur une job d'ingénieur. J'étais je lève mon chapeau à tous les coachs qui font ça depuis des années parce que moi, je l'ai fait pendant un an, puis ça m'a brûlé total. Ouais. Fait que là, Garneau, c'était une transition pour toi, sachant que la fin approchait un peu, à tout le moins pour l'instant, pour... Quand j'étais arrivé à Garneau, j'avais dit à Claude que je donnais 3 ans. OK, bon, quand même. Pour passer à travers. Mais à fond, j'avais 2 ans d'études à 14 mois, mais ça a comme donné 2 saisons. Puis, ma deuxième saison, mes stages ont fini au début de la saison. J'ai comme eu vraiment l'automne full-time pour vraiment me concentrer sur le foot. Puis ça a été 2 belles années. On est revenu l'année après Bishop. On a comme surpris tout le monde. On est allé au Bol d'Or. On a manqué de souffle un petit peu là, contre Grasset en finale. C'était comme une équipe qui était comme incroyable avec c'était bon. C'était une équipe boostée, mais on n'était pas loin, mais on a manqué de souffle. C'était la meilleure équipe à gagner aussi. Là. Mais l'année d'après, ça a quand même, on a comme donné comme encore une on avait une meilleure équipe la deuxième année, on aurait pu se rendre plus loin, mais on n'a pas été perlé par les blessures. Je pense que cette année, on avait vraiment une équipe, ça a été une année intéressante. C'est ça qui était le plus triste, de ne pas pouvoir, de finir un peu dans voir ce que ça aurait pu être. Dans le néant, de ce que, comme on a mis beaucoup d'efforts, puis finalement, il ne s'est rien passé, mais c'est comme ça qui était un petit peu plus dur, puis des fois, qui disait comme peut-être en faire un autre, mais en même temps, cette année, moi, je trouvais que vous l'avez peut-être vécu aussi, c'était une année qui était super essoufflante, parce que on se préparait à faire des game plans, on se préparait puis on se faisait dire
quelques heures avant la game, ah non, là, vous n'avez pas le droit de jouer. La semaine d'après, la même chose. Fait que, c'est comme, tu te prépares, tu veux compétitionner, là, tu te dis comme je mets plein d'efforts, tous les gars, ils restent, ils font beaucoup de sacrifices pour rester dans la bulle. Puis là, c'est comme, il y a un gars qui te pogne, tu ne peux pas jouer ce game-là. Après ça, la game d'après, les moulus, il y avait plein de trucs dans ses rêves, tu ne peux pas jouer cette game-là. Puis là, finalement, il arrête la saison, t'es comme. Mais en même temps, ça draine du jeu, c'est l'énergie négative qui est là aussi. Arrêtez de commencer. Peut-être que si cette année, j'aurais été full-time dans ma nouvelle job, qui est super demandante au niveau mentalement, puis j'aurais pas vécu le COVID, mais peut-être j'aurais été bon pour faire un autre 3 ans. Mais c'est sûr que avec le départ de Claude, j'aurais pas retourné comme coach en chef. C'est pas quelque chose que je pourrais faire. Je pourrais pas être full-time développeur web, puis d'être full-time head coach, puis d'avoir du succès, puis de recruter. Ce serait pas comme. Pour le 20 ans, quand j'étais jeune, j'avais du jus, pas de famille, oui, mais quand t'es comme d'autres obligations, mais comme je me suis dit, j'aime mieux prendre le temps de prendre du recul, être capable, je vais probablement jaser autant de foot, je lis encore plein de choses sur le foot, je vais probablement avoir encore plus de knowledge, mais c'est juste que là, j'avais besoin, moi, de prendre un peu de temps pour ma famille, puis de profiter des prochaines années de ma petite fille, que moi je le vois depuis que j'étais avec le télétravail, mais elle s'épanouit de jour en jour, parce que son papa est tout le temps là. Quand j'ai dit que je ne coachais plus, elle était triste parce qu'elle ne pouvait pas jouer dans sa multisport qui est des coussins, mais après ça, quand elle sait que je suis là tout le temps, elle est comme pour vrai, ouais. Peut-être que ça a un impact. C'est sûr. On va passer à la dernière portion de notre petite entrevue qu'on a appelée le dernier quart, qui est un peu modifié parce qu'on est en Zoom à cause des zones rouges. Je aux zones rouges. Donc, on a des questions à te poser. Il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse à ces questions-là. Habituellement, on fait piger les questions dans un pot, mais là, c'est un peu impossible. Fait qu'on va te demander de choisir un chiffre de 1 à 24. 1. 1. Qui est le meilleur coach contre qui tu as coaché? Ah, ça, c'est chiant, les gars, là. Je vais laisser plein de bons noms sur. Mais si on a plus qu'un, vas-y. Mais... Ou dis-moi celui qui t'a donné le plus de difficultés. Là. Ouais, c'est ça, exact, mettons. Bien précisé, Pierre. C'est dur à dire parce que, il y a des. Au niveau universitaire, des gars qui sont comme, un gars comme Marc Fortier, ou des gars comme Noel Torb, des gars qui étaient des professionnels qui coachent universitaires, c'est des sommités, c'est des machines. Mais au niveau universitaire, c'est dans les DC, là, je parle juste je parle pas de coach en chef, parce que je parle plus, je vais y aller plus spécifique au niveau de coordonnateur. Au niveau collégial, c'est sûr que un gars comme Marc-André Dion, ça a toujours été des bons défis qui sont revenus. Puis pour moi, ça a toujours été spécial aussi de coach contre coach Touchette. Coach Touchette, c'est un gars que j'ai beaucoup de respect. Ça fait comme. Quand il est parti, j'ai dit là, je suis pas déçu que tu t'en ailles. Exact, dégage. Dans ces quatre, je vais dire ces quatre-là, j'ai sûrement oublié quelqu'un, puis je vais me faire envoyer un email pour parler de moi. C'est le spot, là. Mais j'aurais pu dire compléter. Mais sinon, si tu regardes les coachs en chef, c'est sûr que les gars coachés contre Glenn, coachés contre des Danny, puis coachés aussi contre comme. J'en l'oublie un peu, mais moi, quand j'étais petit cul qui arrivait en coaching, puis je savais qu'on coaching game contre Marc Santerre, pour moi, c'était big, là. C'était comme. Ça a un gros impact sur le football québécois. Ça fait que c'est un petit peu les noms que j'ai pour vous. Là. Désolé si j'ai pas le temps. C'est parfait, là. Je pense pas qu'il. Mais ouais, c'est ça, c'est ça la partie le fun. Je pense que c'est ça que tu aimais aussi, là, d'être coordonnateur puis d'affronter quelqu'un d'autre. Là. Mais ouais. On va continuer. En fait, c'est ça, c'est comme le dernier quart, fait que c'est 15 minutes. Fait que un autre chiffre de 1 à 24 pour une autre question. Ben, en fait, de 2 à 24 maintenant. OK, parfait. Je vais aller 2. 2.
Quel est ton jeu le plus mémorable? Soit que tu as joué ou que tu as appelé, mais un jeu que tu te souviens le plus. Prends quelques secondes là, pour. Ouais, prends ton temps. Il y en a qui défilent, c'est sûr. Ouais, ça, il y en a qui défilent là, dans la tête. Je suis pas quelqu'un qui a une super bonne mémoire. Là. Je vais en donner un positif et un négatif. Il y a un jeu que personne ne va se souvenir, à part les gars qui l'ont vécu. Parce qu'on est arrivé, ma 12e année, on avait comme game planné un concept en quad contre Montréal. Puis on a perdu en prolongation, en triple prolongation cette game-là. Puis en début de game, on avait un ajustement sur un concept qu'on savait qu'on avait comme un. C'est qu'on venait toujours sur le dig, puis on savait qu'on avait comme un over and up. Puis, tu sais, on avait comme premier de la semaine, j'avais dit, Matt Bouvet, tu vas scorer ce jeu-là. Puis, on avait pratiqué toute la semaine, puis, ben, comme de fait, il aurait dû scorer, mais Matt Bouvet a échappé une passe secondaire collégiale, tu sais, ce jeu-là. Il m'en a toujours voulu que d'y avoir dit avant. Ça l'a stressé pendant une semaine au complet. Ce jeu-là aurait tellement changé la game. Peut-être qu'on aurait eu un autre bol cette année-là. Donc, ça, c'est un jeu que je me souviens beaucoup. Puis sinon, pour moi, c'est plus une séquence de jeux. Dans le fond, on avait, en 2008, quand on a gagné le bol d'or contre Lennox, sur nos 12 openers, je pense qu'on avait fait 4 touchés. Donc, cette séquence d'openers-là qu'on a pratiqué toute la semaine avec des ajustements, pour moi, c'est comme des choses les plus mémorables. Parce que les gars, c'est comme on a game plané sur des trucs, on avait comme eu un plan de base, on voulait comme shock the world en partant d'une équipe qui ont jugé que meilleur que nous, puis les gars avaient explosé. Fait que c'est un petit peu cette séquence-là des gars de 2008 là, que je me souviens. Excellent. On continue. Un autre chiffre de 3 à 24. Je vais aller 5. 5. Si tu devais coacher une autre position, si tu devais coacher une autre chose que coordinateur offensif, qu'est-ce que tu ferais? Mais je te dirais que l'année passée, je posais des questions de changer de bord, d'aller coacher en défense. Je pense que j'avais plus étudié de trucs. Là, je suis un ancien DB à l'origine, puis il y a des nouvelles variantes de couverture qui simulaient super gros. Non, c'est sûr que si je coacherais juste une position, juste coacher une position et pas être coordinateur, je coacherais des DB. That's it. Classique. Ben, classique en fonction de la position que tu as jouée. Ouais, je pense que c'est la position que j'ai le plus de fun à coacher. Ouais. Aussi en général. On continue. Fait que de 3 à 24, sauf le 5. 8. J'allais 8. Je suis superstitieux des chiffres, c'est pour ça. Ben, c'est correct. C'est classique coach. Yes. La chose la plus difficile de ta position. Fait que, dans tout cas, la chose la plus difficile de coordonner une offensive, c'est? D'être capable d'être capable de se dire non à soi-même, puis d'être capable de rester focus sur les essentiels, puis pas aller se perdre dans ce que tu vois toutes les semaines, dans toutes les cliniques. Année après année, tantôt tu parlais comme tu as coaché dans trois sortes de football différents, tu vas avoir un gros gain de jeu. Je te dirais, mais à chaque année, c'est le contraire, je fais. Si je rajoute quelque chose, il faut que j'enlève quelque chose. Je suis à ce point-là. Ouais, tant que ça. Pour moi, less is more. Oh, de manière de voir. Ça prend de l'expérience pour arriver à ça aussi. Là. Ça, c'est le classique de. Je pense que le meilleur exemple, c'est ça. Là. Tu fais. Surtout en ce moment, là, en plus, là, ça va faire 2 ans qu'on fait plein de cliniques, en ligne. Ça m'a comme été un cadeau empoisonné. Un cadeau pour moi l'année passée, quand la pandémie a commencé, puis qu'il y avait comme autant d'accès de cliniques gratuits. Là, au début, là, j'étais comme. Ouais. Wow. J'étais comme wow. Comme là, je le regardais tous les soirs. Là, c'était comme, j'étais brûlé. Je faisais mes journées dans la journée. J'avais des formations à faire pour la job. Là, mais là, j'étais comme. J'en prenais, puis j'ai comme pas eu le temps
rajouté. Mais malgré tout, j'avais comme fait une clinique Air Raid Certified. Là, je coach même plus. Puis j'étais comme, j'avais quasiment le goût de payer 500$ pour aller faire un Run and Shoot Certified. Fait que non, c'est Un passionné. avec toute l'information qui est là, si vous êtes chanceux d'avoir ça comme ça, on n'a même plus besoin de. Dans le temps, il fallait que tu ailles rencontrer des coachs aux States, rencontrer à Star, c'est comme toute l'information est là, puis comme et sur Twitter, s'il y a un gars qui pose quelque chose, puis ça t'intéresse, ben, tu écris, puis le gars il t'envoie plein de code-ups, c'est comme ça. En même temps, ça peut être étourdissant pour nous, puis ça peut être étourdissant pour les kids aussi. Non, c'est ça, exact. C'est comme je dis souvent, avec Internet, justement, on peut faire tellement plus d'affaires, là, mais je compatis avec ceux qui, mettons, ils ont fait l'université sans Google. C'est ce que je veux dire. Ou je compatis à ceux comme toi, comme tu disais plus tôt dans l'entrevue, qui faisaient des cut-ups à la main avec ton DVD, là, tu sais. Pré-huddle. Puis si quelqu'un rentrait dans mon meeting, si j'ouvrais la porte, mais je scrapais mon montage, là, tu sais. Ça, là. Puis ça, c'était cutting edge. Exact, exact. C'est la fine pointe dans le temps, là, tu sais. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va continuer avec une autre question. Un chiffre de 1 à 24. Ben, de 1 à 24, on va te dire si tu répètes un chiffre. Attends, j'ai pris un 2, 5, 8, c'est ça? Exact. OK, je vais aller avec 21. 21. Une règle que tu changerais, que tu ajouterais ou que tu enlèverais au football? Je mettrais le football à 4 essais au Québec avec 11 joueurs. Avec 11 joueurs en plus. Ouais. Tous les nouveaux. Je suis un peu d'accord. Quoi? Tous les niveaux. Dans le sens qu'il y aurait une continuité du secondaire à l'université. Ouais, avec le moi, surtout que dans les dernières années, il y a eu, je pense que dans les écoles, il y a eu de moins en moins de joueurs. Fait que je pense que ça fitterait avec la démographie présente. Damn. Premier qui dit ça. Ben, pour rien qui dit le 11 joueurs, on entend souvent le 4 essais, là, mais ouais, le 11 joueurs, mais c'est vrai que ça. Je pense que, mettons que tu mets, par exemple, tu mets le 4 essais au niveau universitaire avec les mêmes règles, ou tu mets 4 essais dans le CFL, déjà, avec des corps arrière, puis du monde qui chatte des vrais receveurs. Gros terrain. Au terrain, c'est comme, ça fait des games de 50 tout le temps. Ouais, exact. Ah, c'est vrai. Je pense qu'on l'a vu dans les années collégiales au niveau juvénile. Je suis sûr que le nombre de points a vraiment augmenté beaucoup dans les dernières années. Là. Ouais, vraiment, les moyennes sont plus qu'elles ont été. Mais au secondaire, on est un peu biaisé parce qu'on joue des quarts de 12 minutes aussi maintenant. Là. Ouais, dans le fond, c'est ce qui sauve un peu la donne. On perd un quart de 12 minutes au final. Là. Mais ouais. On continue. Un autre chiffre. On est 12. 12. Un peu comme dans le même principe du jeu tantôt, la partie la plus mémorable que tu as coachée. Il y en a quand même beaucoup. C'est sûr que le premier bol d'or, c'était spécial, mais je dirais que la deuxième fois que j'ai gagné le bol d'or, dans le fond, le premier bol d'or, on a gagné 45-23, mais je pense que le deuxième bol d'or contre Vieux-Montréal, on a gagné 59-31, ça avait explosé. Puis, surtout que, quand tu le gagnes une fois, au début, t'es comme, c'était comme le gars qui rencontre une fille qui date la première fois, t'es content, tu sais pas ce qui se passe, mais quand tu as passé à travers tout ça, tout le cycle pendant 6 ans, un autre 3 ans, puis tu l'as pas eu, puis là tu l'as finalement, puis ça fait comme, que tout tombe en place, que tu exécutes un plan de match comme ça, moi c'est comme une des games là, qui est les plus mémorables pour moi. Ah, c'est vrai. On continue avec une autre question, un autre chiffre. 15. 15. Autre que le football, c'est quoi ta passion? Si t'en as une. Je te dirais, pour moi, c'est comme ma famille, mais sinon, le nouveau métier que je fais, développement web, c'est quelque chose qui me stimule beaucoup. Puis,
Une des choses que j'aimais beaucoup au foot, c'est de continuellement apprendre des choses, de nouvelles stratégies, de nouvelles techniques, en web, en programmation, mais les technologies évoluent tellement vite que ma soif de connaissance, elle peut pas être satisfaite. Il y a trop de choses. Fait, encore une fois, il faut choisir dans quoi tu vas être bon parce que sinon tu peux te perdre. Fait, il y a des parallèles que je préfère avec le foot là, dans mon nouveau métier. Ouais. Des cliniques, tu peux en faire 1001 en web. Tu peux faire des Udemy, des cliniques, il y a des lunch and learn. Tu choisisses. Là, ouais, j'imagine. Peut-être dernière question? Un dernier chiffre? Je vais choisir la bonne question. Là. Le 18. Le 18. Regardez que les 1, les 2, les 5, les 8. OK, c'est ça. Le 18. C'est bon pour finir. Quelle est la chose la plus difficile que tu as accomplie ou dont tu es le plus fier? La plus difficile, donc je suis le plus fier. Je te dirais, pour moi, c'était de m'être réinventé et d'être retourné à l'école à 42 ans, tout en étant capable de coacher et d'être là pour ma famille. Pour moi, je suis comme à part, je pourrais dire que la chose la plus fière, c'est ma fille, parce que c'est comme en même temps, c'est quelque chose qui vient de toi. Mais si je te dis pas que c'est quelque chose d'autre que ma fille, c'est vraiment le fait d'être comme de m'être donné le défi personnel, après avoir comme des années, pas falloir dire à des centaines de joueurs que l'école est importante, mais que moi, j'avais comme. Ça me prenait à cœur parce que je ne l'avais pas fait. Puis, j'ai réalisé après année à année que j'ai raté beaucoup d'opportunités, des fois à cause de cet aspect-là, mais d'être capable de retourner. C'est sûr que un AEC, c'est pas un bac, là, mais de prendre 2 ans de ta vie, puis de bûcher à travers, je suis quand même fier de l'avoir fait, même si des fois, ça me fait de la peine un peu parce que ça a été comme, ça m'enlève un petit peu de pouvoir comme, faire quelque chose d'autre que j'ai été choyé de faire pendant 20 ans, comme de gagner ma vie de quelque chose que j'ai jamais jugé comme en coaching. Pour moi, c'est comme si j'avais jamais travaillé pendant 20 ans parce que c'était le fun, puis je comptais pas mes heures là-dedans, mais de retourner de quelque chose de mettre beaucoup de temps, puis je dirais que c'était les premières fois que je retournais, les premières semaines que j'étais à l'école, là, je me sentais tellement imbécile, j'étais comme, c'est comme, tough, d'avoir passé à travers, puis d'avoir bouché, puis aussi d'avoir pu continuer de coacher, puis côtoyer d'avoir je pense peut-être pas avoir eu l'équilibre du coaching, d'avoir eu le Claude puis son staff d'entraîneur là avec moi là, pour pouvoir faire ça en même temps, ça aurait été. Je pense pas que ça aurait été aussi satisfaisant peut-être. Fait que finalement, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est quoi les prochains, à part le développement web, c'est quoi le prochain projet pour toi? Du point de vue football? Au football, tu parles? Ouais. Au football, je te dirais que c'est de prendre le temps de parler à des coachs que j'ai pas eu l'occasion de parler à cause de rivalité. Puis de continuer d'approfondir mes connaissances. Puis, je pense que cette année, je sais pas, avec toute la situation, je pense que j'ai regardé une game de foot au total la semaine passée, les Cards contre les Seahawks, parce qu'il y avait des trucs offensivement qui m'intéressaient. Mais le reste, j'ai comme pas eu le temps, puis j'ai pas pris le temps. Je pense pour faire un petit peu c'est tellement loufoque un peu cette année, des équipes qui jouent, des fois qui ne jouent pas. Fait que, je me suis dit, bof, tant qu'à ça, je ne vais pas suivre personne, je vais reprendre les choses pendant l'hiver. Je vais vraiment prendre le temps de parler à des gens, de pouvoir voir des fois pourquoi ils font des affaires, pouvoir des échanges stimulants avec d'autres coachs. C'est sûr que je suis intéressé peut-être des fois à faire d'être capable de pouvoir redonner à la nouvelle génération de coachs là, qui ont jamais eu l'occasion de parler, soit aller parler dans des cliniques, des fois, consulter avec des gens, ou de m'asseoir avec des gens, puis de donner une partie de mon vécu à d'autres. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, de continuer d'être dans le foot, mais sans être dans le foot. Là.
d'être capable de dire non aux gens qui vont me demander de coacher dans les prochains 2 ans. Là. Pour conclure, je vais demander de terminer ma phrase. Je m'appelle Patrick Bois et je suis... Oh. Je suis Patrick Bois, je suis un passionné de football qui a passé à autre chose, mais qui demeure amoureux de son sport. Merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous. C'était vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui va apprécier là, parce que justement, on a entendu parler beaucoup de toi à gauche, à droite, parce que justement, tu es une bonne tête de football. Mais il y a pas beaucoup de monde peut-être qui savait tout ce que tu as vécu pour te rendre là où tu t'es rendu. Tu sais. Fait que, merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci Patrick. Puis, ouais, non, c'est ça. La seule affaire à laquelle je pense, c'est que nous, des fois, on s'amuse. On prenait conscience cet automne de dire hey, ça fait tant d'années que dans notre cas, c'est au mois d'octobre qu'on n'a pas été sur un terrain de foot pendant le mois d'octobre. Puis je pense que dans ton cas, ça a été encore plus tough quand tu as dû penser au nombre d'années depuis que tu coaches, depuis que tu as joué. Puis là, pour le premier automne, tu n'étais pas sur un terrain. Fait que Je dirais que j'ai trouvé ça tough, être comme éliminé des playoffs au début du mois d'octobre. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça que tout le monde je t'ai parlé, j'ai texté à un moment donné mon ami Pascal Masson qui était à CDF, j'ai dit avoue que c'est fucked up là, d'être éliminé là, au mois d'octobre. Ouais, non, c'est ça, fou. Exact. Là. C'est fou. Plus rien à faire, c'est comme on peut constater le changement d'heure, puis là, c'est terrible. Ouais. En plus, on a eu un bel automne parce qu'il n'y a pas eu de neige jusqu'à une couple de jours. Là, ça a été un beau retard. Ouais, non, pour de vrai, on s'est pas dit la même chose. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui se sont vues en finale au mois de novembre. Consciemment, on va se le dire. Il y a tout le temps juste 2 équipes qui se rendent là. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui se sont dit ouais, aujourd'hui, j'aurais joué à la mi-novembre, mais ouais. Ça qui doit être hardcore dans le recrutement collégial présentement, ils doivent tous dire aux kids on avait l'équipe pour gagner le bol d'or cette année. T'aurais dû voir ce qu'on avait sur le terrain. Là, c'était comme. Oh my God, c'est vrai. Fait que merci beaucoup. On finit ça là-dessus.